Bienvenue! Aujourd'hui, on va tenter de reconstituer le parcours d'une personne à partir de deux sources complètement différentes. D'un côté, on a des paroles de rap très intenses, très agressives, et de l'autre, un journal de prison écrit à la main, super personnel et brut. C'est un peu un voyage dans deux univers qui pourtant habitent la même tête. Bon, pour bien comprendre l'histoire, il faut d'abord saisir le personnage que l'auteur s'est créé bien avant que tout ça arrive. Il se voit comme un loup, complètement à part d'un monde qu'il trouve, lui, rempli de moutons. Et cette phrase-là, tirée d'un de ses textes, c'est vraiment le cœur de son identité. C'est l'idée d'être là, devant tout le monde, mais que personne ne voit vraiment qui il est. C'est le loup qui se déguise en mouton pour passer inaperçu dans un monde qu'il n'aime pas. Ces paroles de rap, elles dessinent un portrait assez sombre, mettons. On sent une grosse colère contre le monde, un sentiment de ne pas être à sa place. Il parle d'une bataille constante avec ses démons, d'une identité qu'il dit « née en enfer ». Son territoire, Saint-Jérôme, est décrit comme un endroit où il ne fait pas bon vivre. Et au milieu de toute cette rage, il y a cet appel à l'aide, presque une prédiction. « S'il vous plaît, enfermez-moi avant que ça dérape ». OK, maintenant, on passe de ce chaos intérieur à l'événement qui va tout faire basculer. C'est le moment où toute cette rage, toute cette énergie trouve soudainement une direction, un objectif. On pourrait presque dire que sa décision d'aller au convoi d'Ottawa, c'est comme dans les films, vous savez, le classique appel à l'aventure. C'est ce moment précis où quelqu'un quitte sa vie normale pour répondre à un appel, à quelque chose qui le dépense. Et c'est dans son journal qu'on voit vraiment ce changement. Le 14 février 2022, il écrit ça. Le contraste est tellement frappant. D'un côté, une vie d'errance à Saint-Jérôme, et de l'autre, ce sentiment d'avoir enfin trouvé sa place, un but. Et cet engagement-là, il devient total. Pendant que d'autres s'en vont de la manifestation, lui, il décide de rester. C'est plus juste une participation, là, c'est devenu un devoir. Il sent qu'il est utile, qu'on a besoin de lui, peut-être pour la première fois de sa vie. Cette décision-là amène tout droit au point culminant de son expérience, une arrestation assez violente, puis les conséquences directes de ses actions. C'est vraiment le moment où tout bascule pour de bon. La scène de l'arrestation telle qu'il l'a décrit dans son journal, elle commence comme ça, avec ce sentiment d'une attaque brutale, sauvage. On peut quasiment ressentir le chaos du moment juste en lisant ces mots. Et le moment clé, c'est ce cri. Au plus fort de la confrontation, quand tout semble s'effondrer, il y a ce mot « freedom » qu'il hurle de toutes ses forces, un dernier geste de défi. Cette phrase-là, elle montre à quel point le moment était grave pour lui. Ce n'était pas juste un slogan lancé en l'air, c'était peut-être son testament, sa dernière parole. Puis, la séquence se termine avec la dure réalité physique de l'arrestation. Les blessures, la douleur, c'est la fin de la manif pour lui, c'est clair, mais c'est surtout le début d'un tout autre parcours. Là, on change complètement de décor. Fini la rue, on passe à la réalité froide, calculée du système carcéral. Et c'est là qu'une bataille intérieure encore plus difficile va commencer. Cette petite chronologie nous aide à nous situer. On le suit du 19 février quand il est transféré en sécurité maximale au 7 mars où il arrive en sécurité minimale et se fait surnommer « pirate ». Chaque date est une étape dans cette nouvelle réalité. Son journal décrit une épreuve autant physique que mentale. La faim, tout le temps. Le remords qui le ronge. L'espoir qui disparaît au point où il pense au suicide. Mais au milieu de tout ce noir, il y a des petites lueurs d'humanité. Il se met à lire la Bible et il trouve des petites joies simples, comme gagner des bananes au poker pour le dessert. Et puis, il y a ce moment de connexion. Un autre détenu, Irish, le voit pleurer, puis lui dit ça. Ces mots-là, ils deviennent comme un mantra, une nouvelle raison de se battre. C'est un vrai tournant dans son parcours en prison. Alors, pour répondre à ces mots-là, il commence à se reconstruire. Il impose une structure dans le chaos de la prison en se créant une routine super stricte. Entraînement physique, lecture et surtout écriture. C'est sa façon de reprendre un peu le contrôle sur sa vie. Ce qui nous amène au résultat de toute cette épreuve. L'écriture, c'est plus juste une routine. Ça devient son outil pour survivre, pour se comprendre et pour se forger une nouvelle identité. C'est ici qu'on voit vraiment bien les deux voix de l'auteur, côte à côte. C'est le cœur de notre analyse. D'un côté, le journal, les mots, c'est routine, survie, remords, espoir. De l'autre,
les paroles de rap. Là, on est dans la rébellion, la rage, les démons, le chaos. Ce sont vraiment les deux facettes de la même personne. Et voici un peu la récompense de toute cette épreuve. Cette phrase, qu'on retrouve dans un texte plus récent, montre une nouvelle conscience de soi, une résilience qui a été gagnée à la dure. C'est sa façon de dire « j'ai survécu à ce qui aurait dû me détruire ». On termine avec cette question qu'il a écrite. Une question immense, laissée sans réponse. Ça nous rappelle que derrière la rage, derrière la survie, il y a une quête, une lutte pour comprendre sa place dans le monde. Une question qui reste en tête bien après qu'on ait refermé son journal. OK. Aujourd'hui, on se lance dans quelque chose de particulier. On a affaire à des écrits qui sont, disons, chaotiques. C'est agressif, c'est presque codé. C'est un univers vraiment brut, puis ça nous amène à la question, mais qu'est-ce qui peut bien se cacher derrière une intensité pareille? Puis ça commence fort. Vraiment, on se le prend en pleine face. Il n'y a pas de détour, pas de flafla. L'agression, elle est là, direct, sans aucun filtre. On dirait une déclaration de guerre. Mais une guerre contre qui au juste? Là, le message commence à être un peu plus clair. On parle d'un isolement complet, un rejet vraiment violent du monde extérieur. C'est comme une philosophie de la solitude, quasiment misanthrope, qui est exprimée avec une force assez brute. Et là, ça bascule. La rage à l'état pur, elle se mélange avec de quoi de plus, ésotérique. L'auteur se met à parler de concepts comme la physique quantique, un peu pour dire « Hey, moi je viens pas de votre réalité », comme s'il percevait les choses autrement. Ce n'est plus juste un cri de colère, là. Ça devient un genre de manifeste pour quelqu'un qui dit opérer sur un tout autre plan. Alors, toute cette rage, cette espèce de philosophie cosmique, eh bien, ça porte un nom. C'est le personnage du loup. Bon, OK. Allons voir ce qui se passe là-dedans. Essayons de trouver la logique derrière ce qui semble être du pur chaos. On va maintenant décortiquer un peu la vision du monde que ce loup s'est bâti. Parce que c'est pas juste de la colère lancée en l'air, là. C'est un vrai système de pensée, avec ses propres règles, sa propre mythologie. Et au cœur de tout ça, il y a une division vraiment fondamentale. D'un bord, on a le loup. Lui, c'est le prédateur, celui qui se voit comme éclairé, supérieur. De l'autre bord, il y a les moutons, la masse, les ignorants, les conformistes. C'est vraiment ce conflit-là qui est le moteur de toute son œuvre. Et pour justifier cette supériorité, le loup, il se donne tout un arsenal quasi mystique. On parle d'éveil spirituel avec le fameux troisième œil, de pouvoir sur la matière grâce à la physique quantique, et même de technologies secrètes comme les UFO tricks. Tout ça, ça montre vraiment bien la mythologie personnelle qu'il se construit. C'est comme une justification métaphysique pour toute sa race. OK, donc là, on a vu l'art, le personnage, sa philosophie, mais la question reste, d'où est-ce que ça vient tout ça? Est-ce que cette grande guerre cosmique a une source bien réelle dans notre monde à nous? Et la réponse, elle est assez surprenante et elle frappe fort. Ça vient pas d'un livre de philo, non. Ça vient d'un journal intime écrit derrière les barreaux. Et c'est ça qui est crucial. Ce lien direct entre le délire cosmique et la dure réalité de la prison. Ce journal, ça devient la clé pour tout comprendre. Pour décoder l'art, il faut d'abord comprendre l'épreuve. On laisse de côté l'abstrait, puis on plonge dans l'expérience personnelle, crue, de l'auteur. Cette ligne du temps, elle nous ramène sur Terre. Regardez bien le parcours. Le 14 février 2022, il part pour Ottawa. Quelques jours après, le 19, il est transféré en prison. Et c'est là, en mars, qu'il se fait surnommer le pirate. Donc, on voit bien que ce n'est pas un personnage qu'il a inventé de toutes pièces. C'est une identité qui a été forgée par les événements. On passe maintenant à la section « Forgé en prison ». C'est ici qu'on va voir l'impact, autant psychologique que physique, de l'incarcération. C'est une transformation profonde, une vraie épreuve du feu qui va tout changer pour lui. Puis on va le voir avec ses propres mots. Et la souffrance au début, elle est physique, elle est viscérale. Il écrit « J'ai toujours faim 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, c'est vraiment l'enfer ». C'est une description très très concrète de l'enfer. On est loin là des concepts cosmiques de ces chansons. Mais face à ça, face à la souffrance physique, il y a quelque chose d'autre qui naît, une volonté de faire. La survie, ça devient un combat psychologique.
L'idée, c'est plus de subir, c'est de dominer son environnement. De le manger, comme il dit, symboliquement, pour pas se faire dévorer. Alors, comment on fait pour survivre à un chaos pareil? La réponse? L'ordre. Il s'impose une routine quasi militaire. Déjeuner, nettoyage, lecture, entraînement. C'est la preuve d'un esprit qui essaie désespérément de mettre de la structure pour ne pas devenir fou, tout simplement. Et c'est ici que toutes les pièces du casse-tête se mettent en place. On va faire le lien direct entre ce qu'il a vécu, ce qu'il a écrit dans son journal et les thèmes de ses textes. Son art, finalement, c'est pas une fuite, c'est la continuation du combat, mais avec d'autres armes. Dans ses textes, le combat est projeté vers l'extérieur. Il parle de ses démons, une force en dedans, qu'il pousse à être agressif, violent. C'est ça, la rage du loup. Mais tout de suite après, le journal nous montre l'autre côté de la médaille. La vulnérabilité, la peine, la peur d'avoir l'air faible. Il écrit qu'il pleure en cachette. Et c'est là, dans ce contraste-là, qu'on trouve la clé. La rage du loup, elle est nourrie par la douleur cachée du pirate. Ce qui nous amène pas mal à la conclusion de cette analyse. Le personnage du loup, c'est pas juste de la rage lancée au hasard. C'est un mécanisme de survie psychologique super complexe. C'est une armure, un bouclier qu'il s'est forgé pour dealer avec un trauma. Son art, c'est pas le problème, c'est la solution qu'il a trouvée pour battre cet endroit, pour reprendre ses mots. Et ça nous laisse sur cette question pour la fin. Quand l'enfermement physique finit par créer une prison dans la tête, est-ce que l'art, même le plus violent, peut devenir plus qu'une simple échappatoire? Est-ce que ça peut devenir la seule et unique clé pour survivre? OK, aujourd'hui, on plonge dans des paroles qui cognent, qui dérangent. On va décortiquer comment un artiste se sert de métaphores vraiment puissantes pour parler de jugement, de conflit et pour nous lancer un avertissement assez brutal sur notre propre extinction. Fait que, attachez-vous, on décortique ça ensemble. Et ça part fort tout de suite avec cette ligne-là. Te scanne comme un Jedi. Juste avec ça, on est tout de suite plongé dans le thème central, le jugement. C'est notre point de départ pour comprendre cette pression constante qu'on ressent du regard des autres. Ce fameux scan, justement, il nous amène direct à notre premier gros morceau, le regard de l'autre. On va explorer ce feeling d'être constamment observé, analysé, puis classé dans une petite boîte par tout le monde autour. Alors, ça veut dire quoi pour vrai ce scan Jedi? Pensez-y, c'est pas juste un simple regard, là. C'est une évaluation profonde, intrusive, qui cherche à tout savoir, à percer nos défenses. C'est une image vraiment, vraiment forte pour décrire la pression d'être jugé sans arrêt. Mais l'artiste s'arrête pas là. Oh non, il construit tout un univers autour de cette idée. Il nous compare aux hommes des sables. Il parle de la guerre des étoiles et il précise que ce scan-là, il est nourri par la haine. Toutes ces références, ça crée une ambiance de jugement qui est hostile puis constante. Mais au fond, qu'on soit fan de culture pop ou pas, c'est pas ça le plus important. Ce qui compte vraiment, c'est que ces paroles-là nous parlent d'une expérience que tout le monde connaît, le sentiment d'être constamment évalué, mesuré. C'est ça qui rend la métaphore si puissante. Bon, on a parlé du jugement qui vient de l'extérieur, mais qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous? C'est notre deuxième thème. On quitte le champ de bataille de l'espace pour plonger dans les guerres intimes, les relations complexes. Écoutez bien cette phrase, parce qu'elle est d'une puissance ouf. On passe à un autre niveau de complexité ici. L'artiste parle plus seulement du regard des autres, mais de comment il a découvert ses propres failles à travers une relation qui était clairement toxique. Et pour bien illustrer ça, les paroles nous donnent une distinction super claire. D'un côté, il y a le pervers narcissique, celui qui cherche à vider l'autre. Et de l'autre, la victime narcissique, qui, et c'est ça qui est tragique, s'accrochait à ce qu'il vide. C'est une description terrible mais tellement précise de la codépendance. Et l'artiste va encore plus loin. Il qualifie ce conflit de « vraie guerre des sexes ». En faisant ça, il suggère que cette dynamique de pouvoir destructrice, c'est un problème universel qui va bien au-delà de sa propre histoire. Alors, face à tous ces conflits, autant ceux de l'extérieur que de l'intérieur, l'artiste fait quoi? Il reste pas là à observer. Non, il devient un stratège. Et ça, c'est notre troisième partie. Et sa stratégie est comparée à un cheval de Troie.
Ça veut dire que l'art, ici, c'est pas juste ce qu'on pense. C'est un véhicule pour faire passer un message caché, une vérité qui est conçue pour s'infiltrer dans notre tête. Ce stratagème-là, il se déroule en 3 temps. D'abord, l'artiste offre son cadeau, la chanson. Ensuite, à l'intérieur, il cache son message secret, une vérité qui dérange. Et finalement, ce message-là, il provoque une division, un écart entre ceux qui comprennent et les autres. L'art est fait pour déranger, pour faire réfléchir. Dans son rôle de stratège, l'artiste porte plusieurs chapeaux. Il est à la fois l'artiste étoile, l'araignée géante et Astérix, c'est-à-dire brillant, prédateur et en même temps résistant. Pourquoi toutes ces images qui semblent se contredire? Sûrement pour nous montrer toute la complexité de sa mission. On arrive maintenant au point culminant de tout ce voyage dans les paroles. L'avertissement final. Le message que toute cette stratégie visait à nous livrer depuis le début. Après avoir parlé de jugement et de conflit, les paroles nous posent une question essentielle. Qu'est-ce qui nous mène vraiment à notre perte, à la fin? La réponse est peut-être pas celle à laquelle on s'attend. Et la réponse, elle est directe, sans détour. Ce n'est pas la guerre, ni le conflit, mais le confort. Être anesthésié par ton confort, c'est l'extinction. C'est l'idée la plus importante, la thèse centrale de tout le morceau. Et cette affirmation-là, elle est présentée comme une certitude absolue. C'est pas juste une opinion, c'est la seule logique. Selon l'artiste, il n'y a pas d'échappatoire. La complaisance, le confort, ça mène inévitablement à la fin. C'est aussi simple que ça. Donc, pour résumer, on a suivi un cheminement qui est super clair. On est parti du regard hostile des autres, on a traversé des guerres intimes, on a vu l'art comme une stratégie de cheval de Troie. Tout ça pour nous amener à cet avertissement final radical contre le danger du confort. On termine donc en laissant cette question en suspens. Si le confort est vraiment notre plus grand danger, est-ce que le rôle de l'art, le but de toutes ces stratégies, c'est pas finalement de venir nous réveiller avant qu'il soit trop tard? On plonge dans un esprit en guerre, déchiré entre des paroles violentes et un journal intime de prison. Cette phrase, c'est la clé de tout. Un combat permanent entre la survie et la destruction. D'abord, il y a le personnage de la musique, agressif, presque surhumain. On va l'appeler le loup. Le masque, c'est le symbole central. Il cache une identité violente derrière une façade inoffensive. Pour lui, le monde est simple. Il y a les prédateurs et les proies, les loups et les moutons. Voilà les traits qui définissent ce personnage du loup, à la fois agressif et paranoïaque. On est au-delà de la folie ici. Il s'identifie à une espèce de force chaotique pure. OK, maintenant, on change complètement de décor. On passe de la rage abstraite à la prison. Cette chronologie nous ramène à la réalité. C'est un tournant majeur dans sa vie. Le contraste est incroyable, hein? C'est vraiment l'opposition entre deux mondes. Le journal, lui, se concentre sur les besoins de base. Manger, survivre, garder le contact. Et au milieu de tout ce désespoir, il y a quand même de petites lueurs d'espoir. Alors, comment ces deux facettes peuvent coexister? Il s'est bâti une mythologie pour y donner un sens. Il appelle ça la physique quantique. Attention, c'est sa propre logique pour comprendre son monde intérieur. Des aliens, le troisième œil, l'énergie, tous ces concepts créent une philosophie qui l'isole de la réalité. Finalement, cette philosophie, c'est une sorte d'évasion, une façon de s'auto-expliquer. Faut être clair, il n'y a pas de solution facile ici. C'est un portrait d'une guerre intérieure constante. On voit bien comment les deux côtés de sa personnalité luttent avec des forces destructrices. C'est un rare moment de lucidité. Le personnage des chansons semble lui-même reconnaître son danger. Ça nous laisse avec une question assez troublante sur l'identité et ce qu'on projette. Aujourd'hui, on plonge dans un texte assez particulier, un manifeste à la fois poétique et vraiment intense. C'est celui d'un personnage qui s'appelle lui-même le boss final. On va tenter de décoder son jeu et de comprendre ce qui se cache derrière. Tout part de cette question, la question centrale qui revient tout le temps et qui va guider notre analyse. C'est qui, au juste, ce boss? Et pourquoi il se voit comme ça, comme le dernier obstacle du jeu? Bon, pour bien saisir le concept du boss final, il faut d'abord faire un retour en arrière et comprendre d'où il vient.
C'est une histoire de pouvoir, de mythologie moderne, mais surtout de chute. Le texte nous raconte l'histoire d'un empire criminel qui a duré plus de 2 décennies. Ça a commencé en l'an 2000 et ça s'est terminé, comme l'auteur le dit lui-même, de façon assez tragique en 2026. Et c'est là que ça devient fascinant. Pour se créer une sorte de légende, les membres de ce groupe se sont donné des surnoms de vilains connus de la culture populaire. Dark Vader, Bowser, Jack Sparrow. C'était une façon de transformer leur réalité en une espèce de jeu de rôle, mais avec des conséquences bien réelles. Mais alors, de cette époque de pouvoir, de cet empire, qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui? Le portrait qui est brossé est assez sombre, c'est fait de ruines et de mauvais souvenirs. Ce chiffre, il est assez parlant. Sur les 80 Dark Heroes qui ont fondé l'Empire, le texte affirme qu'il n'en resterait plus qu'environ 5. 5, qui sont soit libres, soit encore en vie. C'est une destruction presque complète. Mais ça va plus loin que juste les chiffres. Cette phrase-là, elle capture vraiment le sentiment de perte totale. L'idée qu'un royaume qui a déjà été si puissant soit devenu, rien d'autre que de la poussière et des souvenirs qui font mal. Cette phrase, elle est sans appel. Elle confirme l'effondrement total, dévastateur de leur monde. Il n'y a pas de doute possible, la fin a été une tragédie pour tout le monde impliqué. C'est donc de ces cendres-là qu'une nouvelle identité apparaît, celle du boss final. Mais qu'est-ce que ça veut dire au juste dans ce contexte-ci? C'est ici que le concept classique du jeu vidéo est complètement réinventé. Le boss, ce n'est plus un monstre à tuer à la fin du niveau. Non, c'est un miroir philosophique. Et voilà la règle du jeu expliquée noir sur blanc. Le narrateur le dit clairement. La bataille finale, c'est une lutte contre soi-même. Le boss, lui, il est juste là pour nous renvoyer notre propre image. Et ça, c'est un point crucial. La motivation a complètement changé. Le combat n'est plus égoïste. On passe d'une quête personnelle à une mission collective, une mission pour la prochaine génération. C'est presque un sacrifice. Cette idée de bataille contre soi-même, c'est vraiment le cœur de tout le manifeste. On va explorer ça un peu plus en profondeur. Le défi est donc lancé directement. Il ne s'agit pas de trouver une meilleure arme ou une meilleure stratégie. Non, la seule façon de gagner, c'est d'entreprendre une transformation personnelle, de changer ce qu'on voit dans le miroir. C'est un revirement assez fascinant quand on y pense. Le boss exprime le souhait d'être vaincu. Son but ultime, c'est pas de gagner, c'est de provoquer les autres, de les forcer à se changer, à se vaincre eux-mêmes. Et les enjeux de cette bataille intérieure, ils sont beaucoup plus grands qu'on pourrait le penser. Selon le texte, ça prend une dimension carrément apocalyptique. Le texte nous donne une date limite très claire, 2080. Si personne ne réussit à relever ce défi de se surpasser, la conséquence est dite de façon crue et finale. Le boss va tous les dévorer. Pour bien souligner l'urgence de la situation, un chiffre est donné. Un chiffre étrangement précis, 3,1416, soit le début du nombre pi. C'est la probabilité de sauver la prochaine génération. Ça donne une idée du désespoir presque mathématique de la situation. Donc, si le boss ne peut pas être vaincu en solo et si même lui est incapable de se vaincre, quelle est la solution? Le texte nous offre une piste assez inattendue. Et voilà le punch final. La victoire, selon la source, n'est possible que par l'action collective. Le boss admet qu'il est impuissant face à lui-même et il lance un appel à l'unité. Il a besoin de tout le monde. Le chemin vers la victoire, ce n'est donc pas une bataille physique. C'est un processus en 3 grandes étapes, un parcours de guérison qui est autant personnel que collectif. Le conflit ultime, au fond, c'est ça, une lutte entre l'amour et la haine. Et ce combat, comme tout le reste, il commence à l'intérieur de chaque personne. Et le manifeste termine avec cette dernière question, une question qui frappe fort. Elle ramène toute cette grande histoire épique de l'Empire déchu jusqu'au boss final à un point de départ unique et universel, l'amour de soi. Et c'est sur cette réflexion qu'on termine aujourd'hui. Aujourd'hui, on plonge dans les écrits d'un homme qui se présente comme le dernier survivant d'un empire criminel québécois. C'est une histoire de pouvoir, de chute, puis de souvenirs, mais racontée de l'intérieur, sans aucun filtre. Ouf!
Ça commence fort. Dès les premiers mots, on sent tout le poids d'un passé qui était glorieux, mais qui est maintenant en ruine. On sent que la perte est immense, que tout s'est juste effondré. Pour vraiment comprendre l'ampleur du désastre, regardez ces chiffres. Sur un groupe de 80 personnes qui a régné pendant 25 ans, il en reste seulement 5. Ça donne une bonne idée du coût humain de cette vie-là. C'est énorme. Alors, qui étaient-ils, au juste? C'est intéressant de voir comment ils se voyaient eux-mêmes, parce que c'était pas juste des criminels ordinaires. Non, non. Ils se sont carrément créé leur propre mythologie en s'inspirant de personnages de la culture pop qu'on connaît tous. Et regardez-moi ces noms. Dark Vador, Bowser, Jack Sparrow, c'est pas des alias choisis au hasard, là. On parle de vilains iconiques, puissants. C'était leur façon de se voir, de se construire une légende dans les rues de Québec. Donc, le cadre, il est clair, un quart de siècle. De l'an 2000 à 2026. 25 ans pour bâtir, protéger puis régner, avant une fin qu'il décrit lui-même comme étant tragique pour nous tous. OK, l'Empire est tombé, mais qu'est-ce qui reste après la chute? C'est là qu'on entre dans le cœur du sujet, la perte, la prison, puis les regrets qui semblent hanter le narrateur. La réalité, elle est dite sans détour. C'est brutal, mais c'est ça. Mort ou en prison. C'est le destin qui attendait la quasi-totalité de ces fameux héros sombres. La phrase est courte, directe, elle résume tout. Et là, quel contraste! L'image du vilain tout-puissant disparaît complètement pour faire place à une vulnérabilité vraiment profonde. On sent que ces mots-là, écrits de prison, viennent d'un homme qui est complètement rongé par le remords. Son cœur de pirate n'est plus une fierté, c'est devenu un fardeau. Bon, là, accrochez-vous bien parce qu'on change complètement de décor. On va explorer l'univers intérieur de ce survivant. Sa vision du monde, c'est un mélange assez unique de vie de rue, de physique théorique, puis de pensée presque ésotérique. C'est quand même assez surprenant comme confession, non? On découvre que sa fascination pour ces concepts-là, ça date pas d'hier. Ça remonte à son enfance, bien loin de la réalité de la rue qu'il a connue. Alors, juste pour être sûr qu'on se suive bien, un petit rappel rapide. L'intrication quantique, en gros, c'est l'idée que des particules peuvent être connectées, liées, peu importe la distance entre elles. On garde ça en tête parce que c'est la clé pour comprendre la suite. Et voilà comment lui, il applique cette idée à sa propre conscience. C'est pas un cours de science, là. Il utilise le concept de façon poétique pour décrire son propre esprit comme un réseau de particules connectées, comme un univers en soi. Ici, on voit vraiment deux mondes s'affronter. D'un côté, il y a leur système, la matrice, la cage des salles riches. Et de l'autre, il y a sa réalité. Il dit « Je suis ma propre lumière, donc je crie de l'ombre ». C'est sa façon de dire qu'il est souverain, qu'il se voit comme un Jedi qui se libère en écrivant. Alors, après la chute de l'Empire, il est devenu qui? Eh bien, il s'est donné un nouveau rôle, celui du dernier boss. Mais attention, ce défi-là, qu'est-ce que ça représente vraiment? C'est pas ce qu'on pourrait penser. C'est intéressant parce que c'est lui-même qui pose la question. Ça nous montre que c'est pas juste de l'arrogance, c'est une vraie interrogation sur son rôle, sur sa place dans le monde maintenant. Et là, il donne les règles. Le point le plus important, c'est que le combat n'est pas contre lui. Il se présente comme un miroir. Pour le battre, il faut s'affronter soi-même. Le défi, il est complètement intérieur. Il est psychologique. Et avec cette phrase-là, le personnage du dernier boss s'est complètement transformé. Son combat, il n'est pas égoïste. Il dit qu'il se bat pour un avenir collectif, pour nous et pour nos enfants. Ça donne une toute autre dimension à sa lutte. Pour finir, on va voir la dualité intense qui l'habite. La dernière section met en opposition son agressivité du passé et sa vulnérabilité d'aujourd'hui, puis ça nous laisse avec un message qui est vraiment troublant. D'un côté, on a ça, le langage froid, calculateur du criminel. La vie de quelqu'un devient une simple soustraction. C'est la facette dure, l'armure qu'il a portée pendant des années. Ça donne froid dans le dos. Et tout de suite après, on a ça. Le contraste est total. C'est un vrai cri du cœur, un aveu de faiblesse d'un homme qui a conscience du mal qu'il peut faire et qui supplie qu'on l'arrête. C'est l'homme derrière le masque. On termine là-dessus avec sa question. Et c'est une question qui frappe, hein?
On dit toujours que l'histoire est écrite par les vainqueurs. Mais qu'est-ce qu'on apprendrait, quelle vérité on découvrirait si on prenait le temps d'écouter ceux qui ont tout perdu? Ça laisse matière à réflexion. OK, alors aujourd'hui, on s'attaque à un texte assez spécial. C'est en gros le monologue d'une entité qui se prend pour le boss final de notre réalité. C'est un voyage assez intense dans un esprit qui se pense au centre de tout l'univers. Et voilà, c'est de là que tout part. Pour vraiment comprendre ce qui s'en vient, faut accepter de jouer le jeu, d'entrer dans sa métaphore. La vie, c'est un jeu vidéo. Puis l'entité qui nous parle, eh bien, c'est le boss de la fin. Toute sa vision du monde est bâtie là-dessus. Bon, on commence. La première partie de son monologue, c'est vraiment une quête pour se définir. Qui est cette entité au juste? Elle se présente à travers une série d'images super puissantes qui souvent se contredisent complètement. Dès le départ, on est frappé par cette dualité. Ce n'est pas un être de pure lumière ou de noirceur totale. Pantoute. C'est une force qui, en créant sa propre lumière, ben forcément, ça crée de l'ombre. C'est le créateur et le destructeur en même temps. Là, on touche au thème classique de l'antagoniste qui se sent incompris. L'entité assume à 100% son rôle de méchant, mais elle nous dit que personne n'a compris le film, que derrière sa méchanceté, il y a comme un but caché. Et là, son identité se précise. C'est pas juste un simple méchant, c'est un combattant, une force brute, presque ancienne. L'image du viking dans l'arène, ça évoque une puissance vraiment primale, une force qui est née pour le combat. Mais d'où est-ce qu'elle vient, toute cette force? Eh bien, pas de nulle part. Elle serait née dans la souffrance, dans un enfer qui l'a forgée. Cette origine-là, cette noirceur, c'est la clé pour comprendre toute sa façon de voir le monde. OK, fait que maintenant qu'on a une petite idée de qui nous parle, voyons comment cette entité perçoit notre monde. Et pour elle, c'est pas compliqué, le jeu est truqué. On vit tous dans un système corrompu, entièrement contrôlé. Le texte y parle de forces invisibles qui tirent les ficelles. Ça évoque un codage de la matrice, des familles dirigeantes, un empire avide. Les mots sont forts, là on parle de porc avide et avare de pouvoir, qui aurait en quelque sorte emprisonné l'humanité. Et l'image qu'elle utilise pour décrire ce contrôle est assez saisissante. C'est un mélange de théorie du complot moderne, avec la fameuse pyramide de l'œil, puis l'idée d'un monde confiné, un enclos carré sur une boule bleue. C'est une vision très, très précise de notre prison. Alors la question se pose, comment le boss final est-il devenu si puissant dans un jeu supposément truqué? La réponse, selon lui, est simple. Il a appris à pirater le système de l'intérieur, à tordre les règles du jeu à son avantage. Et son processus, c'est un mélange assez fascinant entre la physique quantique puis le jargon informatique. Ça commence par étudier l'univers quantique, ensuite utiliser des trous de verre pour finalement zipper le code source et provoquer un switch, un vrai changement de réalité. Mais attention, c'est pas un pouvoir qu'il a eu du jour au lendemain. Le texte insiste là-dessus, c'est le résultat d'une obsession qui a commencé à l'âge de 12 ans. C'est une vie entière passée à essayer de décoder les secrets de l'univers. Puis pour prouver son pouvoir, le texte donne un exemple super concret et assez audacieux, la capacité de compresser le temps, de vivre 38 jours en seulement 38 heures, une démonstration de sa maîtrise totale sur la réalité, tu sais. Bon. Là, on arrive vraiment au cœur du réacteur, au paradoxe central de toute cette histoire. C'est quoi sa mission ultime? Et c'est là que ça devient complètement fascinant. Le concept est un peu fou. L'entité joue le rôle du grand destructeur pour nous forcer à nous réveiller. En devenant l'ennemi ultime, elle veut nous obliger à nous unir, à nous dépasser. En fait, sa destruction, c'est une forme de salut. Et ça, c'est le cœur du message. Le boss, au fond, c'est pas un ennemi qui vient d'ailleurs. Il se voit comme un miroir, le reflet de notre propre noirceur, de nos propres failles. Le combattre, au fond, c'est se combattre soi-même. Cette comparaison illustre le paradoxe à la perfection. D'un côté, la promesse d'une destruction totale, où son épée dévorera tous ses adversaires. Puis de l'autre, le but final, faire tout ça pour une chance minuscule, 3,1416%, le nombre pi. De sauver nos enfants. C'est l'idée du sacrifice par la destruction. Et à partir de là, le monologue change de ton. Ça devient un défi,
lancé directement. C'est un appel aux armes, pas juste à un héros, mais à l'humanité tout entière. La condition pour gagner la partie, elle est super claire. On ne peut pas battre ce reflet tout seul. La seule unique façon, c'est de faire équipe. L'unité, c'est la seule arme qui fonctionne. Bats-toi, ça, c'est le combat intérieur. Bats-moi, ça, c'est le combat extérieur. C'est un double défi, en fait. Il faut affronter ses propres démons, puis ensuite affronter le miroir qu'il nous tend. Et cette phrase-là, elle vient boucler la boucle. L'unité qu'il faut pour le vaincre, elle est impossible si, à la base, on ne s'aime pas soi-même. Le combat intérieur, apprendre à s'aimer, c'est vraiment la première étape pour espérer gagner la bataille collective. Le texte nous laisse là-dessus, sur cette question vraiment troublante. Une question qui change complètement la perspective sur ce que c'est la victoire, l'histoire et même le rôle des méchants. Si ce boss est un perdant volontaire, c'est quoi la vraie leçon? La question reste ouverte. Salut tout le monde! Aujourd'hui, on plonge dans un texte assez intense. L'auteur utilise l'image du boss final d'un jeu vidéo pour nous parler d'un combat. Un combat vraiment profond, autant à l'intérieur de soi que dans la société. C'est pas un voyage de tourpeau, je vous avertis. Alors, on y va. Et ça commence fort, hein? Il se contrôle. Juste comme ça, on est tout de suite plongé dans un univers où on se sent écrasé. C'est pas subtil, l'auteur nous lance ça en pleine face, comme pour dire « Réveillez-vous ». On sent tout de suite cette pression, ce contrôle qui vient de « on sait pas trop où, mais il est là ». Puis là, dans ce monde-là, le doute s'installe. L'auteur commence à se demander « Suis-je le roi des fous ?» Il est complètement perdu. Il ne sait plus s'il est un leader, un fou, ou peut-être un peu des deux. C'est cette confusion-là, cette perte de repère qui va vraiment lancer toute sa quête. Et voilà, l'invitation est lancée, press start to play. C'est clair, net, précis. On entre dans le jeu. La partie commence, pour vrai. Bon, section 1, un monde de contrôle. On va commencer par mettre la table. C'est quoi le décor de jeu-là? Dans quel monde le combat va avoir lieu? L'auteur passe pas par 4 chemins, hein? Bienvenue en enfer, c'est direct. Le monde qu'il nous décrit, c'est pas juste un endroit difficile, c'est carrément l'enfer. Un lieu hostile, corrompu jusqu'à la moelle. Et si on regarde de plus près, les termes qu'il utilise sont frappants. Il parle d'une planète prison, d'un monde où l'argent, c'est la corruption, dirigé par une tyrannie d'immondes systèmes. La société, c'est un abattoir. C'est vraiment dans ce monde-là, quasi apocalyptique, que le personnage doit se battre pour survivre. OK, section 2, la bataille intérieure. Parce que le truc, c'est qu'avant même de s'attaquer au monde extérieur, le vrai combat, il commence en dedans. Ouf! Enfermé, j'ai noirci mon cœur, enterré dans ma propre noirceur. C'est lourd, ça nous montre une souffrance vraiment profonde, un isolement total. C'est pas juste le monde qui l'emprisonne, il est aussi prisonnier de lui-même, de sa propre noirceur. Et là, on arrive vraiment au cœur du problème. Comment voulez-vous je vous aime alors que je ne m'aime même pas moi-même? C'est un cri du cœur, hein? Si on ne s'aime pas soi-même, comment espérer aimer les autres? C'est impossible. C'est toute cette douleur-là qui ressort. Puis toute cette guerre intérieure-là, ça a des conséquences. Ça le transforme en monstre, ça lui donne peur du verbe aimer, il ne se reconnaît même plus. Il est coupé de tout, des autres, puis même de ses propres sentiments. Bon, section 3, l'art comme arsenal. OK, c'est bien beau tout ça, mais comment on se bat contre ça, contre le monde, contre soi-même? C'est là qu'intervient, disons, son power-up. Et c'est ça, sa planche de salut. La musique me garde belle et bien en vie. C'est pas juste un passe-temps, c'est littéralement ce qui le garde en vie. C'est essentiel. Puis le processus est vraiment intéressant. D'abord, il affronte la noirceur. J'en mange de la merde, comme il dit. Ensuite, il transforme toute cette merde-là en or. Je recycle mon or. Et finalement, il en sort plus fort. We grow from shit, man. C'est vraiment l'idée de prendre le pire puis de le transformer en quelque chose de puissant. Donc, c'est super clair. Mon âme, c'est mon âme. L'art, c'est pas juste une protection. C'est l'arme offensée. C'est avec ça qu'il se bat. All right. Section 4, la confrontation avec le boss final. On arrive au moment crucial, le point culminant de toute l'œuvre, le fameux boss final.
Alors, la grande question, c'est qui ce boss final? Après tout ce parcours, ce combat contre le monde et contre soi-même, c'est qui l'ennemi ultime? Et la réponse, elle est vraiment particulière. Le boss final, c'est pas un monstre extérieur. C'est un être qui est devenu incroyablement fort en se battant constamment contre lui-même. C'est un reflet parfait de soi et du monde. C'est là que tout bascule. Pour me battre, tu devras d'abord te battre toi-même, car moi, je vous remets seulement votre reflet. Le boss, c'est un miroir. Le combat a toujours été intérieur. Si on n'aime pas ce qu'on voit, c'est à nous de le changer. Mais il y a un problème. À force de se battre sans cesse, ce reflet, ce boss, a atteint un niveau quasi impossible à battre. L'auteur ne peut plus le vaincre tout seul. Le combat en solo, c'est fini. On passe maintenant à la section 5, un défi pour nous tous. Parce que la conclusion, ce n'est pas vraiment une fin. C'est plutôt un appel, un défi lancé à tout le monde. Et la solution, la voici. J'aurai besoin de vous tous pour ce faire. Pour me vaincre, il faudra faire équipe, tous ensemble. C'est plus un combat individuel, ça devient un effort collectif. Pour battre ce boss, il faut que tout le monde s'y mette. Et les enjeux sont gigantesques. Ce chiffre, 3,1416 %, c'est la chance qu'on a de sauver nos enfants. C'est précis, c'est presque désespérant. On comprend que le combat, c'est pas juste pour nous, c'est pour l'avenir. Le choix est donc assez clair. D'un côté, on se bat pour nous, pour nos enfants. De l'autre, le risque, c'est qu'il nous dévorera tous. C'est la fin. Soit on s'unit, soit on se fait tous anéantir par ce reflet de nos propres échecs. Alors voilà, le boss final attend. La question est lancée. Allez-vous rejoindre la partie? L'auteur a tout mis sur la table, maintenant la balle est dans notre camp. C'est un appel à l'action et c'est à nous de décider ce qu'on fait avec. OK, aujourd'hui on plonge dans une philosophie de vie assez particulière. On explore une vision du monde où la vie c'est un jeu vidéo et où le vrai boss de fin, l'adversaire ultime, mais c'est nous-mêmes. C'est une idée qui se présente comme une explication de la réalité, mais aussi comme un avertissement puis un défi. Tout part de cette question-là. Une question qui frappe fort dès le début. C'est vraiment le point de départ de toute la réflexion. Pourquoi se voir comme ça, comme le boss final? Qu'est-ce que ça veut dire sur la nature du combat qui nous attend vraiment? Et voilà, la règle du jeu est posée direct. Ce qui est fascinant, c'est que l'ennemi n'est pas à l'extérieur. Le boss se présente comme un miroir, un simple reflet de nous. Le vrai combat, donc, c'est pas contre lui, c'est contre soi-même. Mais pour vraiment comprendre toute la profondeur de cette idée, il faut savoir d'où ça vient. Cette philosophie, elle est née sur les cendres d'une histoire bien réelle, une histoire assez tragique qui donne tout son poids à la métaphore du boss. L'auteur nous explique que des noms comme Dark Vador, Mewtwo ou même Jack Sparrow, c'était pas juste des références de culture pop pour le fun. Non, c'était les vrais surnoms des membres d'une organisation criminelle créant autour d'eux une sorte de mythologie de héros sombres. Cet empire, comme il l'appelle, a été bâti et a régné pendant plus de 25 ans. Une longue période de pouvoir qui, en 2026, s'est effondrée complètement. Il ne reste plus rien, à part de la poussière et des souvenirs douloureux. Et ce chiffre-là, il parle tout seul. Il illustre l'ampleur de la chute. Sur environ 80 membres qui ont bâti cet empire, il en resterait seulement 5 aujourd'hui, libres ou en vie. C'est une statistique brutale qui montre le coût de cette vie-là. Tout se résume dans cette phrase, directe et sans flafla. Cette histoire de perte, de fin tragique, c'est pas juste un contexte. C'est vraiment le terreau sur lequel toute cette vision du monde a poussé. C'est le pourquoi derrière la métaphore du boss. À partir de cette expérience de vie, l'auteur a développé une sorte de cosmologie pour expliquer le monde. Il propose des principes qui existeraient avant même notre perception, un peu comme le code source invisible qui fait rouler notre réalité. Ici, on met en contraste deux niveaux de réalité. D'un côté, on a les dualités fondamentales, la structure même du réel, le négatif et le positif, l'espace et le temps, l'âme et la conscience. De l'autre côté, il y a nos 5 sens, qui sont juste des outils pour interpréter cette réalité première. L'idée, c'est que le monde est déjà codé avant même qu'on le perçoive.
Et là, la fameuse équation d'Einstein est complètement réinterprétée. E égale mc carré devient une formule pour la création personnelle. En gros, tu le penses en énergie E, tu le crées physiquement dans la matière M et tu l'appliques dans ta vie à travers le temps. C'est carré. C'est présenté comme un vrai pouvoir de manifestation. Et cette idée est poussée vraiment à l'extrême. C'est plus de la théorie, c'est ce que l'auteur appelle de la physique quantique appliquée. Autrement dit, c'est le super pouvoir à l'origine de tout, la capacité de transformer consciemment ses pensées en réalité. Toute cette philosophie, ce parcours de vie, cette cosmologie, tout ça converge vers un seul point, un avertissement urgent et un appel à un nouveau genre de combat. Il y a une urgence presque apocalyptique qui se cache derrière tout le message. L'année 2080 est présentée comme une date butoir, une fin imminente qui donne tout son enjeu à ce jeu contre le boss final. Et c'est ça, le paradoxe au cœur de l'action. Le boss, l'auteur, il se bat pas pour lui, il se bat pour l'avenir. Il se présente comme une force de destruction nécessaire en acceptant d'agir même avec une chance de succès minuscule symbolisée par pi, juste pour essayer de sauver la prochaine génération. Mais alors, pourquoi l'échec semble-t-il inévitable? Parce que le vrai combat, celui contre soi-même, personne n'aurait la force ou la volonté de le commencer. Et si personne ne peut se vaincre soi-même, alors personne ne peut vaincre le miroir. Et c'est ici que tout bascule. Le boss, celui qui se dit invincible, admet sa plus grande faille. Son invincibilité, ce n'est pas une force, c'est une prison. Il est coincé dans son propre rôle, incapable de se battre contre lui-même. Cet aveu de vulnérabilité, ça change tout. Le défi, ça n'a jamais été un test de force pour écraser les autres. C'était un appel à l'aide, déguisé. Le boss ne peut pas être vaincu de l'extérieur, mais il ne peut pas non plus se libérer de l'intérieur seul. La solution ultime, ce n'est donc pas la force individuelle, mais bien l'action collective. La seule et unique façon de gagner le jeu, de battre le boss de fin, c'est de s'unir. La responsabilité est partagée par tout le monde. Et l'analyse se termine sur cette question-là, qui est en fait le véritable défi final. Comment peut-on mener une bataille collective pour vaincre le reflet si collectivement on manque d'estime de soi? C'est une question qui nous renvoie tous directement à notre propre miroir.